Chaque fois qu'on ouvre un modèle de langage, on repart à zéro. Peu importe combien de fois on lui a expliqué quelque chose, pour lui chaque interaction est nouvelle, comme s'il ne nous connaissait pas. Et ce n'est pas un bug isolé, mais une conséquence directe de leur conception. Ils sont entraînés une fois pendant des mois avec d'énormes quantités de données, puis restent figés. Ils n'intègrent rien de ce qui se passe avec nous dans l'usage quotidien. En même temps, on voit qu'en les faisant toujours plus grands, on n'obtient plus de bons spectaculaires en qualité. Les coûts grimpent énormément et les améliorations sont de plus en plus minimes. Le problème est donc double. D'un côté, les modèles n'apprennent pas de leur expérience et de l'autre, l'approche plus grand égale meilleur montre ses limites. Il nous faut une autre stratégie, ou plutôt plusieurs. On peut imaginer l'intelligence artificielle comme un étudiant brillant, mais avec une mémoire désastreuse. Chaque jour, il se réveille sans se souvenir des exercices réussis, ceux ratés ou des explications les plus utiles. Chaque examen est comme si c'était le premier de sa vie. C'est, en essence, ce qui arrive aux modèles actuels et aux agents que nous construisons sur eux. Ils abordent chaque tâche comme nouvelle, sans tirer profit du chemin parcouru. Face à cela, deux approches principales changent actuellement le paysage, une de Google et l'autre du MIT, et aussi une idée de pratique intensive qui les renforce davantage. On peut les voir comme deux façons d'aider cet étudiant, lui donner un carnet bien organisé et lui permettre de réorganiser son cerveau pour automatiser certaines leçons. La première approche est celle de Google et s'appelle Reasoning Bank. On peut l'imaginer comme un carnet externe où l'on garde non seulement ses expériences, mais les transforme en stratégie générale. Et l'essentiel ici, c'est qu'il ne se contente pas de ce qui a bien fonctionné, mais qu'il tire aussi profit de ses erreurs. Une erreur cesse d'être du bruit pour devenir un avertissement utile et quelque chose à ne pas répéter. Le cycle fonctionne ainsi. Face à une nouvelle tâche, l'agent consulte sa mémoire et récupère les leçons qui semblent pertinentes. Avec ce guide, il agit. Ensuite, un modèle évalue le résultat, réussite ou échec, et de cette expérience sont extraits de nouveaux éléments de mémoire. Chacun porte un titre résumant l'idée, une description de son utilité et un contenu avec des étapes affinées. On ne garde pas des clics précis ou des parcours entiers, mais des schémas stratégiques réutilisables sur des sites ou environnements totalement différents. Les résultats quantitatifs sont probants dans des environnements comme WebArena. Un agent sans mémoire plafonne autour de 40-47% de réussite. Et quand nous intégrons la banque de raisonnement, le taux monte à environ la moitié des tâches résolues, avec des hausses de plus de 8 points dans certains scénarios et une réduction du nombre d'étapes d'environ 16%. Non seulement il réussit davantage, mais il atteint la solution plus vite, évitant les détours inutiles. Sur cette base apparaît un autre élément clé qui est la pratique intensifiée, intensive guidée, ce qu'on appelle MATE. L'idée est de donner à l'IA plus d'occasions de s'exercer sur une même tâche avant de livrer le résultat final. Ce qui est intéressant, c'est comment le cercle se referme. Une bonne mémoire fait que cette pratique n'est pas aveugle, mais orientée vers des stratégies qui ont déjà prouvé leur potentiel. Et cette pratique produit à son tour des expériences de meilleure qualité qui enrichissent encore plus la mémoire. Meilleure mémoire mène à meilleure pratique, et meilleure pratique construit une mémoire encore plus utile. La deuxième approche est celle du MET, qui est plus radicale, appelée SEAL, c'est-à-dire Self-Editing Language Models, ou modèle de langage auto-éditeur. Au lieu de simplement utiliser une mémoire externe, le modèle apprend à réécrire ses propres paramètres avec l'idée qu'il génère lui-même ses exemples d'entraînement et ses instructions de mise à jour. Le cycle SEAL fonctionne ainsi. On donne de nouvelles informations au modèle qui propose une auto-édition, comme un plan d'études pour les intégrer. Il applique ce plan via un petit fine-tuning sur lui-même, puis évalue s'il s'est amélioré ou détérioré. Selon le résultat, il renforce ou pénalise ce type d'auto-édition et découvre progressivement quelle méthode d'entraînement fonctionne le mieux. Les résultats montrent une amélioration significative sur des tâches comme Squad. La précision augmente d'un tiers à presque la moitié des réponses correctes. Dans un benchmark complet de raisonnement abstrait, où l'approche originale avec apprentissage en contexte normal atteignait 0% de réussite, la version avec SEAL a dépassé 70%. Reasoning Bank présente ses propres risques car il dépend fortement de la qualité des souvenirs stockés. Si l'agent distille une stratégie erronée, cette leçon peut se propager à de nombreuses tâches futures. De plus, il faut bien gérer l'index mémoire pour trouver l'information pertinente, tout en étant limité par la fenêtre de contexte lors de l'injection des instructions. À tout cela s'ajoute un défi partagé et la question d'interprétabilité dans Reasoning Bank. Au moins, les souvenirs sont en langage naturel et nous pouvons suivre la trace de ce qui a été appris. Le cerveau de ChatGPT vient d'être modifié et bien que ce soit juste une version 5.1, la différence est vraiment notable. Ce n'est pas une simple retouche. Le modèle est maintenant plus intelligent, plus conversationnel et surtout beaucoup plus personnalisable. Voyons ce qu'apporte réellement cette mise à jour, comment fonctionnent les nouveaux modes et comment il gère les instructions. Commençons donc par la base. Quand on ouvre ChatGPT maintenant, on voit trois options sous le même modèle 5.1, automatique, instant et thinking. Le mode automatique choisit pour nous et alterne entre instant et thinking. L'instant est le rapide, utilisé dans 90% des cas, plus chaleureux, plus direct et suit bien mieux les instructions que les versions précédentes.
Il intègre un raisonnement adaptatif et répond immédiatement aux questions simples sans se compliquer, le thinking et le raisonneur. Il est conçu pour des problèmes nécessitant un raisonnement profond, des mathématiques avancées, l'analyse de codes complexes, la logique, la stratégie d'entreprise ou toute tâche où la qualité du raisonnement importe plus que la vitesse. Avec instant, c'est clair, et avec thinking, ça apparaît quand on a vraiment de grands doutes ou qu'on lui pose des problèmes plus complexes, comme des puzzles logiques, du code, etc. Au-delà du raisonnement, l'une des grandes nouveautés est sa façon de converser et de suivre nos instructions. On voit que le modèle a été affiné pour mieux communiquer avec les gens. Maintenant, quand il s'adresse, si on lui demande de s'adresser à une personne de 70 ans, le modèle adapte son langage pour être simple, accessible et compréhensible, avec des comparaisons claires et sans jargon technique. Mais si on lui demande d'expliquer la même chose à quelqu'un avec un doctorat universitaire, et il est capable de respecter à la fois le registre technique et le format, ce qui n'était pas le cas auparavant. Avant, il ignorait ces détails et maintenant il respecte bien mieux le type de réponse que nous demandons. Il est aussi plus rigoureux quand on fixe des restrictions, ce qui était un peu plus difficile avec les anciens modèles. L'autre grand pilier de cette version est la personnalisation du style et du ton. Depuis les paramètres, nous pouvons activer la personnalisation et choisir un style de base. On y trouve plusieurs personnalités prédéfinies comme professionnelle, aimable, sincère, particulière, efficace, geek, clinique ou même cynique. Quand on active le style professionnel et qu'on pose des questions comme « Pourquoi devrions-nous apprendre à utiliser l'intelligence artificielle ?» La réponse est ordonnée, formelle, avec des arguments bien structurés, des chiffres quand il faut et un ton typique d'une présentation professionnelle. Si nous adoptons un style clinique, la façon de répondre devient différente. La précision reste, mais le ton peut être plus sec ou ironique, selon le cas, avec un humour spécifique qu'on n'avait jamais vu aussi marqué. Puis il y a le mode geek, où le ton change encore. Les réponses incluent des références, du jargon technique utilisé naturellement, un ton plus décontracté, comme si on parlait avec quelqu'un de passionné par la tech ou le gaming. Cette personnalisation n'est pas juste esthétique, elle affecte aussi les tâches pratiques avec une approche professionnelle. Par exemple, on peut demander de rédiger un mail répondant à une offre commerciale où on nous demande de baisser les prix, et le résultat est souvent un message poli, ferme et concis. Si on combine la réflexion avec une personnalité geek, ce mélange fonctionne très bien pour programmer. La mise à jour est visible non seulement dans les capacités du modèle, mais aussi dans sa façon de nous accompagner pendant notre travail. Une bonne façon d'en profiter est d'utiliser l'application Bureau pour l'avoir toujours à côté de ce que nous faisons. Bref, avec cette version 5.1, nous passons d'un simple modèle puissant à quelque chose de plus flexible. Il suit mieux les consignes, adapte la difficulté des tâches, converse de façon plus naturelle et nous permet d'ajuster le ton selon notre style ou selon la situation. Maintenant, c'est à nous d'explorer, de tester les modes instant et thinking, d'essayer les différentes personnalités, de l'utiliser comme copilote à côté de nos applications et de voir comment il améliore notre travail quotidien. Donc voilà, nous voulons intégrer ces fonctions dans notre flux, tester des défis de raisonnement, créer des petits outils avec du code, rédiger des messages avec le bon style et surtout observer comment l'expérience change en modifiant le mode ou la personnalité. Ainsi, nous comprendrons vraiment ce que ce nouveau modèle nous offre et comment l'utiliser au mieux dans chaque situation. Alors dites-moi ce que vous pensez de ces changements, si vous les avez déjà essayés. Je l'ai testé et je dois dire que la méthode, ou plutôt la section Thinking, est vraiment très supérieure à la... Avoir un modèle qui prend 4 ou 5 minutes pour répondre, mais qui donne une réponse parfaite, c'est sans doute ce qui nous intéresse. Très bien, nous allons parler de quelque chose qui, selon Google DeepMind lui-même, représente un pas significatif vers l'intelligence artificielle générale, Sima 2, le nouvel agent d'IA qui pense, agit et apprend dans un monde 3D et qui peut s'améliorer tout seul sans qu'on doive constamment le corriger. Qu'est-ce que Sima 2 et pourquoi est-ce important? Sima est l'acronyme de Scalable Instructable Multi-World Agent, un agent évolutif, programmable et conçu pour naviguer dans différents mondes. La première version de Sima était la première tentative sérieuse de transformer des instructions en langage naturel en action dans des jeux vidéo et environnements 3D. Sima 1 pouvait suivre des ordres simples, tourner, monter un escalier, ouvrir une carte, mais il n'allait pas vraiment plus loin, ne semblait pas comprendre ce qu'il faisait. Avec Sima 2, tout change. Désormais, les gens peuvent raisonner sur leurs objectifs, nous parler, expliquer ce qu'ils tentent d'accomplir et, plus impressionnant, s'améliorer avec le temps sans intervention humaine directe. Tout cela est possible car Sima 2 intègre les modèles Gemini les plus avancés de Google qui fonctionnent comme cerveau de raisonnement et de feedback. Dans cette nouvelle version, Sima 2 ne se contente plus d'exécuter des commandes, il peut interpréter notre objectif, le décomposer en étapes, choisir des actions dans le monde 3D et nous expliquer ce qu'il fait et pourquoi. Google le décrit comme un compagnon de jeu interactif, non pas un bot maladroit qui obéit, mais un agent qui comprend le contexte, évalue les options et prend des décisions.
De plus, grâce à Gemini, sa capacité de généralisation et sa fiabilité sont grandement améliorées. Il comprend des instructions bien plus complexes et nuancées, et réussit à les accomplir même dans des jeux pour lesquels il n'a jamais été entraîné. C'est essentiel pour parler d'IA plus générale, mais il ne s'agit pas d'exceller dans une seule tâche, mais de s'adapter à diverses situations. Quand on examine les données, le bond est énorme. Dans les évaluations 3D, Sima 1 avait un taux de réussite d'environ 31%, tandis que Sima 2 atteint 65%. La référence humaine se situe autour de 75%. Sima 2 n'est donc qu'à quelques points d'un joueur humain moyen sur ses tâches spécifiques, et cette amélioration arrive en une seule génération. Dans les environnements inédits, Sima 2 surpasse largement Sima 1, meilleure généralisation, plus de tâches accomplies et bien meilleure performance dans les nouveaux mondes. Une des capacités clés de Sima 2 est qu'il ne se contente pas de mémoriser mais peut apprendre de nouveaux concepts et les réutiliser. De plus, l'étape suivante est encore plus frappante, combiner Sima 2 avec Genie 3. Genie 3 est un modèle capable de créer des environnements 3D interactifs à partir d'une image ou d'un texte, tout en maintenant leur cohérence pendant plusieurs minutes. On peut naviguer dans ce monde, le modifier, et le système mémorise ce qui s'est passé, gardant une mémoire de l'environnement. Quand on place Sima 2 dans ces mondes nouvellement créés, quelque chose de puissant se produit. Personne n'a jamais vu ces environnements avant. Pourtant, il arrive à s'orienter, comprend nos instructions et prend des actions logiques pour atteindre ses objectifs. En d'autres termes, nous avons un modèle qui génère des mondes et un agent qui y agit. Et Gemini, apportant vision, langage et raisonnement, est un agent d'IA qui joue, explore et apprend dans un monde qui n'existe pas. De plus, ce qui rend Sima 2 particulièrement intéressant, c'est sa capacité d'auto-amélioration avec une phase initiale humaine, puis une transition vers l'auto-apprentissage et enfin l'utilisation de Gemini comme coach interne. Ses propres expériences deviennent des données d'entraînement et chaque tentative, réussite ou échec est enregistrée comme expérience. Bien que Sima 2 vive aujourd'hui dans des mondes virtuels, les implications vont bien au-delà des jeux vidéo. Dans le monde réel, un robot doit comprendre l'espace physique, naviguer dans des environnements changeants, manipuler des objets et maintenir un objectif à travers plusieurs étapes, comme Sima 2 le fait dans ses mondes 3D. L'idée est d'entraîner ces compétences en simulation et dans des mondes générés par IA, sûrs, économiques et d'une variété pratiquement infinie. Les limites actuelles de l'AGI montrent qu'elle n'est pas parfaite, fait encore des erreurs et a une mémoire limitée. Dans certaines vidéos, on voit des incohérences et des changements bizarres dans l'environnement. Et malgré tout, c'est l'ensemble de ses capacités combinées ce qui la rend si pertinente. On n'est pas encore à l'AGI, mais en voyant le bond de Sima 1 à Sima 2, d'un agent qui peinait sur des tâches simples à un autre proche du niveau humain qui généralise mieux et s'entraîne seul, on voit les pièces s'assembler rapidement. Si ce rythme continue, on peut penser qu'on s'approche bien plus vite que prévu de systèmes plus généraux, autonomes et capables d'évoluer dans les mondes virtuels et un jour dans le monde réel.